Bonjour à toutes et tous, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. Aujourd'hui, je vais vous parler matelassé entre 1660 et 1899. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas du tout le sujet que tu avais annoncé dans ta dernière vidéo. Et c'est vrai, en fait, là, c'est vraiment un petit point technique. Le truc, c'est que je suis censée vous parler du blanc corsé, et en fait, je me rends compte que je peux pas vous parler du blanc corsé si je vous ai pas parlé du matelassé. À partir de là, je me suis dit, oui, mais si je parle du matelassé, je vais pas le limiter au XVIIIe siècle et XVIIe, je vais un petit peu agrandir et essayer d'être un peu exhaustif sur le sujet. Donc c'est pour ça, c'est parti sur cette vidéo qui est un petit peu un hors-série et très orientée technique. Cette vidéo va parler de tout le monde, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants. Tout le monde est concerné par le port du matelassé sur la période étudiée. Je vais aussi parler puissant et populaire, même si, je vais être honnête avec vous, la plupart des images que vous allez voir, c'est des puissants, c'est-à-dire aristocratie, haute bourgeoisie, parce qu'en fait, ce sont les pièces qui sont arrivées jusqu'à nous. Il y a très peu de pièces de populaires qui sont arrivées jusqu'à nous, donc du coup, bah, encore moins de pièces matelassées. Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un matelassé. Attention, je parle dans le cadre de la couture historique et de l'histoire du costume, parce que le truc, c'est que c'est aussi une tradition, du pays, provençal, et là, moi, c'est pas du tout le terme et le sujet de la vidéo. Je vais vraiment mettre le focus sur la version historique et sur ce qu'on en dit dans les sources en région parisienne. Donc il peut y avoir des petites différences avec, selon l'endroit que vous reconstituez en réalité. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Je vais vous dire aussi quelles sont ses utilisations, donc entre 1660 et 1899 pour tout le monde. Je vais vous donner quelques petites informations si jamais un jour vous voulez le fabriquer vous-même. Et puis, si jamais vous souhaitez pas le faire, je peux vous comprendre. Dans ce cas, je vais vous indiquer où vous pouvez l'acheter et ce que vous pouvez utiliser. Mais avant tout, on est parti. Qu'est-ce que c'est qu'un matelassé? Un tissu matelassé, ça se fait avec 3 couches de tissu qui sont superposées et qu'on va aller piquer, c'est-à-dire qu'on va aller les coudre ensemble. Donc la toute première couche, généralement c'est une toile de coton ou de lin. Ce qui est sûr, c'est que c'est une couche de tissu qui est pas forcément très jolie, et en fait, on va toujours l'appeler le tissu arrière dans la présentation. Ensuite, la deuxième couche, c'est une couche de molleton. Donc en fait, c'est une couche assez épaisse, bien plus épaisse que les 2 autres couches, et qu'on va aller aplatir justement, via la couture. Et puis enfin, la dernière couche, le tissu de dessus, c'est généralement un tissu qui est en coton, qui est en lin, en soie. Dans tous les cas, c'est un tissu qui va être beaucoup plus joli que les autres parce que c'est celui qu'on va voir. Ce tissu, comme je vous le disais, on va le piquer parce qu'en fait, un tissu matelassé, c'est une toile piquée ou c'est un tissu piqué. Et donc, comprenez bien que dès que je dis piquer, c'est qu'on va voir les coutures, c'est-à-dire qu'il va être assemblé par couture. Donc on va aller tout simplement piquer en fait dans les 3 couches, on va traverser ces 3 couches et puis après on va ressortir et puis on va aller repiquer un petit peu plus loin. Donc voilà, vous vous retrouvez effectivement à la fin avec un tissu qui va être complètement, piqué ensemble avec les 3 couches qui vont être ramenées et les unes sur les autres via ces points de couture, et ça va vous donner ça. Par effet mécanique, en fait, les points que j'ai symbolisés ici en bleu marine, vont tout simplement aller, aplatir le molleton parce que le molleton, bah, il est un petit peu expansif, dirons-nous, et donc il va aller aplatir le molleton et le tissu de dessus. Donc ce qui fait qu'en fait, les 2 du tissu du dessus, donc le tissu de dessus et le molleton, vont vraiment venir se gonfler, en fait, et vraiment faire des motifs très, très sympathiques qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc définitivement, retenez que si je vous parle de toile piquée ou de jupon piqué ou de choses comme ça, c'est tout simplement que je fais référence au fait que la couture est visible, et donc c'est vraiment le principe de base d'une toile matelassée ou d'un tissu matelassé. La technique que je viens de vous donner va vous donner ce genre de rendu, donc fort sympathique, où on voit que, les motifs, en fait, sont faits par le fait qu'on n'ait pas piqué, autour de ces fameux motifs, ce qui permet, en fait, de faire gonfler le molleton et le tissu, extérieur. Alors qu'à côté, on a des endroits qui sont vraiment, très, très piqués, et où on va avoir, en fait, grâce à un système de reflets sur le tissu, on va avoir un rendu fort joli et les motifs vont être, particulièrement visibles. Ensuite, on a d'autres types de piquets, de matelassés, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez, quelque chose qui s'appelle du bouti. Alors peut-être que vous avez la chance d'avoir eu une grand-mère qui avait des couvertures en bouti, qui peut-être même vous-même encore aujourd'hui vous en avez, parce que moi personnellement je trouve que c'est une matière vraiment fabuleuse, qui garde bien la chaleur et qui en plus est particulièrement jolie. Celle-ci est méchée, c'est-à-dire qu'en fait on a intégré des mèches de coton à l'intérieur pour faire encore plus gonfler en réalité, le motif. Et là, on est sur des points très, très serrés, donc on est vraiment sur de la technique de boutie à part entière.
Et si jamais le bouti vous intéresse, si vous voulez creuser le sujet, moi j'aurais tendance à vous conseiller d'aller voir directement les groupes de reconstitution du côté de Marseille. Pour le coup, ce sont, elles et eux qui maîtriseront beaucoup plus le sujet. Moi je vais rester plutôt cantonnée sur le matelassé parce que c'est, en termes d'historicité pour, la France, c'est ce qui sera un petit peu le plus commun, par rapport au bouti, même si clairement le bouti c'est une matière fabuleuse. Vous pouvez aussi en trouver donc qui ont des fils contrastants. Donc comme vous pouvez voir ici, le fond est avec des fils blancs et les motifs sont faits avec un fil jaune, donc ce qui fait complètement ressortir certains des motifs. Vous pouvez avoir aussi ici encore un matelassé méché avec une superposition de différentes techniques pour la fabriquer, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus travaillé que la moyenne. Vous avez aussi des matelassés très simples. Ici, vous avez tout simplement des croisillons. Là, on doit être, je pense, vers le 19e, donc ce qui fait qu'il y a peut-être déjà la machine à coudre, donc ce qui fait que peut-être déjà on s'embête pas et qu'on fait des lignes droites parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, vous allez avoir aussi, tout ce qui est, en ligne. Ça, il y en a peu, mais il y en a aussi. Donc qui sont des techniques, le croisillon comme les lignes, des techniques qui vont beaucoup plus vite à faire, même si ici on voit très clairement que c'est fait à la main, parce qu'aucune machine peut permettre d'avoir ce genre de rendu, ce genre de finition. On est aussi obligé de parler histoire, donc un peu l'histoire du matelassé. Il faut savoir que c'est une technique qui est utilisée depuis très, très, très longtemps, depuis au moins l'Antiquité et ça à travers le monde entier. Mettre plusieurs couches de tissu ensemble et puis les accrocher ensemble, ça c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Malgré tout, c'est plutôt connu comme vous pouvez voir ici, sur les en fait, tout ce qui est gants bison, ou bien ici vous avez aussi un casque. En fait, l'intérêt de ce genre de matelassage, ça va être justement de vous protéger des coups des personnes qui vont vous attaquer. Donc qu'on soit bien d'accord, moi dans cette vidéo, je ne parlerai pas du tout de ce genre de matelassage parce que, on n'est pas du tout sur la période qu'on étudie et j'avoue que moi avant la Renaissance, j'y connais pas grand chose, donc je vais éviter de trop aller par là. Peut-être que même ça ne s'appelle pas du tout, un casque ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, dans tous les cas, sachez que le matelassage, il y en a depuis très, très, très longtemps. Alors maintenant, revenons au matelassé un peu joli qu'on pourrait utiliser pour l'habillement, parce que là, on parle histoire du costume. Alors, il y en aurait eu des premiers, matelassages, qui seraient arrivés, en France via les croisades. J'ai mis des parenthèses parce que franchement, j'y crois moyennement. J'ai pas trouvé des sources vraiment, intéressantes sur le sujet. À chaque fois, c'était secondaire, tertiaire, quaternaire, voire beaucoup plus. Bref, je vous en parle, mais à confirmer ou infirmer, si quelqu'un a plus d'informations et peut me dire où en est l'état de la recherche actuellement, je prends. Quoi qu'il en soit, au 14e, ce qui est sûr, c'est qu'on a les tout premiers matelassés qui nous restent. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y en avait pas avant, ça veut tout simplement dire que on les a pas retrouvés encore ou bien ils ont été détruits. Là, par exemple, c'est le plus ancien qu'on ait. Il est à Londres, au Victoria and Albert Museum, et donc il raconte l'histoire de Tristan et Iseult. Et donc là, on est dans les années 1300. On a aussi au 14e le trapunto qui est inventé en Sicile. C'est important parce que c'est vraiment la première technique de matelassage un peu jolie, qui va arriver en Europe et donc ce trapunto, existe encore d'ailleurs de nos jours. C'est vraiment une technique d'art, un artisanat d'art qui existe encore, qui permet d'obtenir un matelassé aussi beau recto que verso. Ensuite, mi-XVIIe, donc vers 1650, on a des indiennes qui arrivent très massivement via le port de Marseille. Donc les indiennes, ce sont des tissus globalement pour faire de l'ultra résumé, qui sont tamponnés avec des gros blocs de bois pour créer des motifs, un petit peu orientaux. Ça fonctionne tellement bien qu'on va rapidement se mettre à créer des fabriques locales. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait venir les indiennes blanches, donc des tissus blancs d'Orient. On va ensuite aller les tamponner, localement et ensuite on va les mettre sur le marché. Donc autant vous dire que nos drapiers et soyeux locaux râlent. Ces gens, ce sont respectivement les gens qui fabriquent et qui mettent sur le marché les draps pour les drapiers et tout ce qui est soierie pour les soyeux. Alors les plus célèbres, ce sont bien entendu les soyeux lyonnais. Ils râlent de plus en plus parce que, pour eux, c'est une concurrence, absolument déloyale et il faudrait globalement revenir, à des techniques, et à des matériaux beaucoup plus franco-français, pour résumer en faisant des gros anachronismes. Et en fait, ils râlent tellement que finalement, ils ont gain de cause et le 26 octobre 1686, on a un dit édit royal qui interdit d'importer et de produire des indiennes en France. Alors on interdit d'importer toutes les indiennes sauf les indiennes blanches et vous allez voir, ça a de l'importance pour
pour la suite et on interdit complètement de produire des indiennes en France. Résultat, on se retrouve avec plus de 6 000 femmes à Marseille qui n'ont plus de travail du jour au lendemain et qui doivent quand même continuer à faire bouillir la marmite. Et donc, c'est un grand problème pour elles. Ce qu'elles vont faire, c'est que vu qu'elles ont plein d'indiennes blanches, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'était pas interdit, et elles ont le droit de le vendre, en fait, elles vont prendre ces indiennes blanches, elles vont mettre une couche d'ouate au milieu, et être créé en fait l'artisanat du piqué qui demandent vraiment une grande technicité. En plus, elles vont créer énormément de techniques différentes, d'une grande minutie, d'une grande dextérité et qui vont être très, très recherchées. Et là, on va avoir la naissance de la vogue des piquets. La preuve que quand on interdit des choses, eh ben, non seulement les gens continuent à les faire, parce qu'en fait, au final, les indiennes n'ont jamais eu un aussi gros coup de pub que par cet édit royal. Et résultat, tout le monde se les arrache sous le manteau. Et en plus, ils ont créé les piquets, il y a les piquets qui sont créés en réponse à ça et en fait, ils se retrouvent non plus avec seulement un tissu problématique, mais avec 2 étoffes problématiques, alors qu'avant ils en avaient qu'un seul. Puisque maintenant vous savez ce qu'est un matelassé, la question suivante c'est: à quoi est-ce que ça sert? Alors tout ce qui est matelassé piqué, ça va permettre de rigidifier le tissu. Donc ce qui va se passer, c'est que vous vous rappelez, on porte à la fin du XVIIe ce genre de choses. Alors pas de cette forme-là forcément, mais en tout cas on porte des corps balénés. Celui-ci est de 1750. Je vous conseille de regarder la vidéo d'ailleurs sur les corps et les corsets, ce qui vous permettra de mieux comprendre, la problématique. Et en fait le truc c'est qu'on a des gens qui ont besoin de bouger, un peu crapahutés ou qui ont des problèmes de santé et qui du coup ne peuvent pas du tout porter ce genre de choses. Et bien dans ce cas-là, en fait, on va leur prescrire entre guillemets des alternatives qui sont à base de corps piqués. Ça permet de rigidifier, mais beaucoup, beaucoup moins que quelque chose qui est baleiné ou qui est à l'intérieur, qui possède une coque en carton, ce genre de choses. Et donc du coup, ça devient une alternative au corps baleiné très rigide. Ça permet de donner la version beaucoup plus souple du corps. Donc c'est pour ça qu'on parle dans ce cas-là de corps piqué. Et donc ce qui se passe aussi, c'est que si jamais vous êtes un enfant qui grandissait, très rapidement les médecins normalement, vous êtes censé porter un corps, baleiné, mais très vite les médecins en fait ont bien dit que c'était, une catastrophe pour les enfants et qu'en fait il y avait des enfants qui avaient d'énormes problèmes de croissance à cause de ces corps piqués et quand je parle d'enfants, garçons comme filles. Et donc résultat, on leur prescrit des corps piqués de toile et donc au contraire, tous les médecins, les hygiénistes en fait, du 18e disent très, très rapidement pour les enfants, oublier ce genre de choses, d'objets de torture et passer plutôt sur quelque chose qui est plus souple, mais qui maintient quand même la silhouette pour l'avoir bien formée. Vous allez aussi porter ce genre de choses quand vous êtes tranquillement à la maison, que vous avez besoin d'avoir froid ou par exemple que vous êtes enceinte ou que vous avez des problèmes de santé. Ça va vous permettre d'être beaucoup, beaucoup moins engoncé en fait, dans le tissu, tout en ayant quand même une certaine rigidité. On va aussi utiliser, cette rigidité naturelle du matelassé, par exemple pour faire des jupons. Parce que vous voyez que quand un jupon est utilisé, comme ça, donc en matelassé, il s'écarte, il est vraiment très rigide, donc ça vous fait vraiment une espèce de corolle inversée, et ça, c'est vraiment parfait pour obtenir la forme idéale, de la silhouette de l'époque. Donc là, vous avez, un jupon qui est, 18e siècle, donc comme vous pouvez voir, il a vraiment la forme, assez typique et il s'écarte vraiment bien. Et là, vous avez un jupon de mi-19e, donc on est à l'époque des crinolines. Et là, vous voyez qu'encore, si jamais vous voulez pas mettre de crinoline réellement et que vous voulez simplement une petite ampleur, parce que par exemple, vous êtes une dame qui êtes à la maison, qui faites du sport, eh bien rien ne vous empêche d'opter pour un jupon piqué. Ça fonctionne très très bien. Et donc, c'est pour ça que ces jupons, quand vous avez besoin d'ampleur, c'est parfait. Même si on va en trouver, vous voyez celui-ci par exemple est beaucoup moins piqué, donc on voit que les motifs sont beaucoup plus, espacés et donc comme vous pouvez voir d'ailleurs la forme du jupon est beaucoup moins évasée que quand le jupon est très piqué parce qu'en fait du coup le jupon va être beaucoup plus souple. On va aussi utiliser le matelassage pour se protéger du froid. Et là, par exemple, vous avez une cape qui est matelassée piquée, donc on peut voir d'ailleurs, il y a des petits croisillons partout, qui est vraiment typique de la région provençale. Ici à gauche, vous avez une pelisse qui, elle, n'est pas piquée, parce que vous voyez, il n'y a pas de motif, mais pour autant, c'est du matelassage, c'est-à-dire que on a vraiment une triplure, donc on a 3 épaisseurs, dont une épaisseur un peu chaude, donc qui est couverte par ce très, très joli satin, ou taffetas en fait, qui est d'une grande valeur.
Ici, vous avez là encore, le genre d'ensemble qui peuvent être portés donc au milieu du 18e, donc vous voyez que là encore, c'est quelque chose qui est relativement chaud et relativement couvrant. Ici, vous avez la version masculine avec un habit, d'intérieur, début 19e, donc lui aussi qui est particulièrement couvrant et qui permet de tenir bien chaud à la personne qui porte, cet habit. Vous avez ici encore une pelisse, donc en fait, c'est la version enfin, en réalité, c'est une redingote. C'est la version donc empire, de ce type de robe, et donc en réalité, ça, c'est du matelassé. On le voit d'ailleurs au niveau du col, on le voit aussi en bas et globalement, ça s'appelle une douillette à l'époque et donc on appelle douillette globalement les vêtements, matelassés donc voilà. Vous voyez comme quoi le matelassage est pas forcément toujours visible, mais parce que là, vous voyez, il y a pas de couture de partout donc c'est pour ça que je ne traite pas des vêtements piqués parce que dans les faits, même si on est bien d'accord que ces 2 là sont des vêtements piqués, donc avec énormément de couture, celui-ci est un vêtement non piqué, mais matelassé quand même. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de parler de quelque chose d'un peu plus large que simplement les tissus piqués. On peut utiliser aussi le matelassé pour des activités physiques parce que ça ne protège pas que du froid, ça protège aussi tout court. Donc là, par exemple, vous avez une tenue de patin à glace vers le milieu du 19e. Donc non seulement ça protège du froid, mais en plus ça peut potentiellement protéger la personne qui le porte, des chutes et de ce genre de choses. Si vous vous rappelez bien, si je sors un peu de ma période et que je retourne longtemps en arrière, on utilisait aussi tout ce qui est matelassage pour se protéger du coup des épées ou des frottements des armures, ce genre de choses et ça continue, pendant la période qui nous intéresse parce que, par exemple, vous allez trouver énormément de petites coiffes, en fait, d'enfants qui ont le gros intérêt de protéger l'enfant du froid, mais aussi éventuellement de tout coup qu'il pourrait prendre, sur la tête. Donc vous avez pas mal de coiffes, d'enfants, en fait, matelassées, et bien entendu, plus tard, vous allez quand ils vont commencer à marcher, ils vont avoir des coiffes, bourrelées, donc qui vont leur permettre d'éviter en cas de chute de se cogner la tête. Donc c'est pour ça que ça fait aussi office de protection. Et puis, bien entendu, on porte le piqué pour montrer qu'on est riche, voire très riche, parce que ce sont des techniques quand même qui coûtent relativement cher, beaucoup plus cher que de la toile toute simple qui ne serait pas piquée, qui ne serait pas, travailler derrière. Et puis vu qu'on a vraiment eu un savoir-faire qui est assez phénoménal au niveau des motifs, on a vraiment tout un art du piqué, qui va permettre d'obtenir en fait des jupons, des corsages, des choses comme ça matelassés qui sont magnifiques et qui du coup ont énormément de valeur. Donc que ce soit pour les femmes, les enfants et bien entendu les hommes. Donc c'est pour ça le matelassé, ne croyez pas que c'est vraiment à destination uniquement du populaire ou que les riches les portent dans certaines occasions. C'est tout à fait, à certaines époques, un signe de richesse extérieure. D'ailleurs, bizarrement, on va quasiment arrêter de le porter à partir du moment où la machine à coudre va être inventée parce qu'en fait, il y a plus beaucoup de technicité à le fabriquer à la machine à coudre. Alors bien entendu, c'est très, très moche par rapport à un piqué qui est réalisé à la main où vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup plus de formes et avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Mais globalement, le piqué va un petit peu tomber en désuétude à partir de cette période-là. On va toujours le retrouver bien sûr pour se protéger du froid, mais plus trop dans l'habillement. Et enfin, on va aussi porter, le piqué pour montrer qu'on vient de la région de Marseille, donc ça, c'est logique, c'est une grande fierté, donc en fait, cet artisanat d'art local et donc i on se fait un devoir, en fait, de le porter pour exhiber aussi le savoir-faire de la région, quand on est, par exemple, une dame, à la fin du 18e, pardon et c'est pour ça que si jamais vous souhaitez en savoir plus sur le piqué marseillais, qui a vraiment, enfin, il y a énormément de choses à dire et à en savoir. Je vous laisse plutôt aller interroger les gens de la région de Marseille. Moi, je mets le focus vraiment sur la France entière et sur l'aspect historique. Mais sachez que voilà, ça peut être un marqueur de région et donc on peut le porter aussi pour se revendiquer, en fait, d'une région particulière. Parlons maintenant de l'utilisation des matelassés entre 1660 et 1899, sachant que, si vous m'avez bien suivi, il faut attendre, en fait, l'édit pour que ça prenne vraiment tout son envol. Donc en fait, on n'en trouvera pas réellement énormément avant 1660, même s'il y en a, mais ce ne sera pas vraiment du matelassé, ce sera vraiment plutôt du travail piqué. Vous allez voir ça, je vais rentrer dans le détail dans un instant. En ce qui concerne les femmes, les filles et les jeunes enfants. Alors pourquoi je parle de jeunes enfants? Parce qu'en fait, globalement, on habille, les petits garçons, jusqu'à l'âge d'à peu près 7, 8 ans comme les femmes et les filles. Enfin,
comme les filles plus exactement. Donc ce qui fait que là, tout ce que je vais vous dire, ça va traiter de tout ce groupe de personnes. Donc tout d'abord, bien entendu, il y a tout ce qui est corps piqué et ça va se retrouver, alors énormément au 18e et puis petit à petit, ça va, tomber un petit peu en désuétude et à partir de 1830, on va vraiment définitivement arrêter d'en porter ou à de très, très rares, exceptions. Donc par exemple ici, vous avez une version de la fin du 17e, donc qui reprend les coupes du vêtement. Ici, vous avez la version, qui est plutôt donc du coup, mi-18e, donc on retrouve quand même les mêmes techniques. Donc vous voyez qu'ici, le piqué non seulement est matelassé, donc ici en croisillon, et ici, en petite vague, un peu stylisée. Et dans les 2 cas, on trouve de la broderie parce que la broderie est aussi une façon de piquer en fait le vêtement. Mais ça, le brodé piqué, enfin le piqué brodé plus exactement, il tombe assez rapidement en désuétude. Il peut continuer à y en avoir, mais c'est pas ce qui est le plus gros de la production. Là, vous avez un autre corps piqué, donc un autre corps matelassé justement pour bien tenir la silhouette sans porter de corps baleiné, de corsage. Là, vous avez, un corset, je pense. Aussi, donc qui vous permet de voir un petit peu que, voilà, que le corsage, là, est vraiment fait avec une technique très proche du bouti, donc quelque chose de très, très, détaillé, de très fin. Ici, le temps continuant à avancer, vous voyez qu'on est, plutôt vers la fin du 18e, début 19e, donc sous l'Empire, en France. Alors ça, c'est pas une pièce française, mais c'est tout comme parce que ça a aussi existé en France. Donc là, vous voyez que les corsages suivent les modes, en fait, dans tous les cas et on retrouve dans tous les cas aussi ce piqué quand on ne veut ou ne peut pas porter de corps baleiné ou de corset d'ailleurs plus tard. On a aussi tout ce qui est corsage, donc ça globalement ça commence un peu à tomber en désuétude, aux alentours de la Révolution, même si après on a des pièces quand même qui existent, mais on voit que c'est vraiment très, très rare, c'est devenu rare à partir de la Révolution. Mais globalement, on part de ça, donc là on est avant 1660 et vous voyez on est sur des choses piquées, donc on est sur des corsages piqués, mais pas forcément encore matelassés parce qu'en fait il y a pas cette histoire de volume avec le molleton. Mais il faut savoir du coup que voilà, les bases sont posées quand même, il suffit juste d'introduire une couche de molleton pour commencer à avoir du piqué. Mais vu que l'édit de notre ami, Louis XIV n'a pas encore été donné, pour l'instant on est vraiment sur ce genre d'utilisation et c'est pas réellement du matelassé. Par contre, après, on va commencer à avoir des corsages, donc à partir du moment où l'édit, en 1686 est donné, là, on va commencer à avoir des corsages, en fait, qui vont pouvoir être retrouvés, qui sont très clairement, eux, du matelassage parce que vous voyez qu'on a cet effet 3D, ici, donc sur ce corsage et globalement, les corsages suivent les modes. Vous avez aussi des pièces de corsage, par exemple, ici, vous avez des pièces d'estomac, comme vous pouvez voir, donc qui sont faits en boutis, qui sont juste magnifiques. Et vous avez donc, les corsages qui suivent les modes comme je vous disais. Là, on est, dans la deuxième moitié du 18e, avec ce magnifique corsage, en coton piqué. Donc là, on est vraiment sur le type de pièce qui pouvait être fabriquée, à Marseille à cette époque-là. Et puis ici, on est à la toute fin du 18e avec cette petite veste à basque et là encore, vous voyez, on n'a pas uniquement du matelassage comme à gauche, on a vraiment, toute la technique du bouti. Donc on a un matelassage, qui est, méché, donc dans lesquels on rajoute des mèches de douate, ce qui permet de donner un résultat beaucoup plus beau et beaucoup plus fin. Bien entendu, on s'arrête pas du jour au lendemain de porter des corsages, matelassés et donc on retrouve après la date que je vous ai dit, donc de la Révolution française, on retrouve encore des pièces comme par exemple ici cette pièce est, de début 19e, mais pour tout vous dire, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus rare et il serait pas étonnant d'ailleurs, faudrait que je la voie de près, mais je l'ai pas eu sous les mains celle-ci. Il serait même pas étonnant qu'en fait ce soit un corps, piqué beaucoup plus ancien qui aurait été retaillé pour correspondre à la mode de l'époque. C'est possible. Et là, bien entendu, vous avez la version des enfants, parce que du coup, tout ce qui est corsage et petites vestes et ce genre de choses, ben, pour les bébés, très clairement, ce type de veste, en piqué, enfin en matelassé est très, très, recherché parce que ça permet de protéger le nourrisson du froid, en plus de montrer que vous avez potentiellement les moyens de vous payer, du matelassé pour votre bébé. Le jupon est très, très important dans l'histoire des tissus et des matières matelassées. Le jupon, quelles que soient les époques, peut être matelassé. Alors après, il y a des modes, bien entendu, il y a des époques où c'est porté plus qu'à d'autres. En l'occurrence, la vraie époque du matelassé, c'est au 18e. Ici, on a une dame anglaise, j'ai pris cette image-là, même si, très clairement la robe n'est pas française, elle est très clairement anglaise. Mais ce que j'ai trouvé très sympathique, c'est
on voit ce jupon qui est de couleur contrastante, qui est orné de plein de détails. Donc on voit des fleurs, on voit un quadrillage ici en haut, et que ça contraste énormément avec la robe, ne serait-ce que par la couleur, mais aussi par la décoration, parce que vous pouvez voir que la robe n'a aucune décoration d'aucune sorte. Sous-entendu, c'est vraiment on veut montrer le jupon, c'est l'élément qui est, le plus fashionable de la mise de la dame qui est sur le tableau. Je vous ai trouvé donc, la vraie version de ce jupon, alors là, il doit être en toile piquée, je pense, donc, en coton. Mais on retrouve, vous voyez, ces quadrillages sur le haut, on retrouve ces dessins, de fleurs, en fait, floraux en bas. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous allez monter, moins il va être piqué. C'est-à-dire que ici, vous avez besoin qu'il s'écarte énormément et qui donne du volume. Donc en fait, vous allez énormément piquer cette partie-là et plus vous allez monter et moins vous avez besoin de volume et donc moins vous avez besoin de le piquer. Et là, à la taille, il est carrément plus piqué du tout parce qu'il est uniquement matelassé, parce que du coup, globalement, c'est très, très compliqué de froncer, un tissu matelassé parce que les tissus matelassés sont vraiment très, très, très rigides. Là, vous avez aussi un autre exemple qui est juste sublime et on retrouve le fait que, le haut est très, très peu matelassé, mais par contre là, le matelassage monte quand même relativement haut. Par contre, les tissus matelassés, les jupons matelassés comme ça sont très, très lourds et ça, il faut absolument que vous le gardiez en tête. Si jamais vous avez, par exemple, besoin de prendre l'avion, moi, je vous déconseille fortement de faire un jupon matelassé, de le prendre dans vos valises parce qu'en fait, rien qu'à lui tout seul, il va peser, 3 ou 4 kilogrammes, peut-être même plus. Donc c'est pour ça, les jupons piqués, c'est bien, mais c'est lourd. Ici, vous avez un autre jupon piqué, donc à partir du moment où les indiennes, sont de nouveau autorisées, on va commencer à piquer des indiennes. Ici, vous avez encore une autre technique et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais globalement, à travers le temps, il y a quand même une constante qu'on trouve. Alors là, celui-ci aussi est en losange, lui aussi est fait en tissu, un peu de style orientaux, imprimé. Mais par contre, à chaque fois, vous allez retrouver ici, en bas, cette couture, cette piqûre en fait, qui est, parallèle, au bas du jupon et ça, vous voyez, si jamais je remonte dans le temps, ici vous l'avez aussi, là vous l'avez encore et globalement, c'est la partie, comme je disais tout à l'heure, où plus c'est piqué, plus ça s'écarte. Là, quand on va pas s'embêter à faire trop de motifs parce qu'en fait, ce sont ici des tissus très décorés, donc ça sert à rien de faire des jolies fleurs, des choses comme ça. On va pas les voir. Là, ce qui donne le prix aux vêtements, c'est vraiment le tissu lui-même. Donc en fait, on va tout simplement utiliser ici le matelassé pour ses d'autres utilités, c'est-à-dire protéger du froid, donner du volume, ce genre de choses. Mais par contre, plus forcément pour le côté décoratif. Là, vous avez un jupon, matelassé qui date du milieu du 19e pardon, excusez-moi, donc il se porte celui-ci avec une crinoline, ce qui est assez rare, mais il y en a. Par contre, ce qui est beaucoup moins rare, c'est dans le populaire et puis aussi dans la haute société, quand on veut aller, par exemple, gravir des montagnes comme, par exemple, l'impératrice Eugénie qui, pour le coup, était une fanat d'alpinisme et bien, dans ce cas-là, on va potentiellement uniquement porter un jupon matelassé, ce qui va permettre, en fait, d'arrondir la forme des hanches, qui va donner donc forcément pas une aussi belle silhouette, aussi second empire que, un jupon qui serait, donc une crinoline, donc avec des cerceaux en métal. Mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus maniable et puis justement, il y a beaucoup moins de volume, donc en fait, on marche beaucoup mieux avec, tout simplement ce type de jupon piqué. Et globalement aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que vu qu'en 1830, en fait, entre 1830 et 50, on essaye d'avoir de plus en plus d'ampleur au niveau de la jupe. Donc c'est aussi la raison pour laquelle tous ces jupons piqués reviennent en force, après la période empire et ces robes, très en longueur. On adore quand, il commence à y avoir du volume et vu qu'on veut de plus en plus de volume, on n'hésitera pas même à certaines périodes, donc entre 1830 et puis, donc le milieu du 19e, on va pas hésiter à mettre potentiellement plusieurs jupons pour essayer d'avoir le maximum de volume. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, avec le poids, les jupons vont s'effondrer sur eux-mêmes et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut quand même l'aide d'une crinoline pour vraiment avoir, les formes très évasées qu'on souhaite parce que, on réussit à travailler le métal et donc là, c'est une prouesse technique qui va faire qu'on va pouvoir arrêter de porter plein de jupons les uns sur les autres pour avoir du volume. On va pouvoir les remplacer par ces jupons, à cerceau et par contre, si jamais on veut cacher les fameuses traces de cerceau parce que sinon c'est assez visible, on est obligé de mettre des jupons entre la crinoline et la robe et donc pourquoi pas mettre un jupon, comme ça, matelassé.
pourquoi pas. On a aussi, vous voyez ici, des jupons matelassés. Alors là, c'est vraiment très particulier, vous voyez? Parce qu'on veut vraiment une forme, très particulière. Donc ça, c'était juste pour vous dire que sur les formes où on a des structures qui déforment un peu les corps, donc on peut ne pas hésiter à aussi avoir des sous-vêtements matelassés, pas uniquement des jupons. Lui, je l'ai mis parce qu'en fait, c'est un peu un truc un peu bizarre, c'est un peu un ovni. C'est-à-dire que c'est un jupon matelassé, mais qui est plutôt là en guise de structure. C'est-à-dire que là, il est vraiment tellement matelassé que ça va à mon avis, permettre de par exemple, de ne pas porter de cul en fait, par exemple de tournure et de choses comme ça. Ça peut prendre la place de la tournure en fait directement grâce au jupon. Ici, à gauche, vous avez un jupon vers 1900 et justement, je voulais vous le montrer parce que si vous faites du populaire, ça peut très, très typiquement être le genre de jupon que vous pouvez utiliser parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir un jupon qui vous donne du volume et aussi qui se lave bien. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les jupons blancs que peuvent avoir les dames de la haute société et ça vous permet d'avoir une jolie forme de silhouette donc en gros ça peut être du fashionable donc à la mode mais donc à la belle époque mais en version, plus populaire parce que le populaire a toujours du plusieurs trains de retard par rapport à la haute société. Donc comme quoi le jupon matelassé a pas du tout été arrêté du jour au lendemain. On a continué à le porter. Sans doute même après, j'ai trouvé plein d'exemples de choses 20e en fait en matelassé. Après j'ai voulu, m'arrêter à un moment donné, c'est pour ça que je me suis arrêtée à la belle époque. Mais globalement, vous voyez, ça a été porté pendant très longtemps, même si l'âge d'or, gardez-le en tête, c'est le 18e et au 19e, ça devient beaucoup plus anecdotique. Et puis, bien entendu, vous avez tout ce qui est robe, entière, donc c'est-à-dire avec un corsage et puis, un jupon, donc assorti et le tout en matelassé. Donc pour montrer ce qu'on a de l'argent, pour aussi se protéger du froid, pour donner des volumes et cetera. En tout cas, c'est très, très, très utilisé. Là, on a des tenues, vers le milieu du 18e, donc vraiment assez typiques de ce qui pouvait se faire en termes de matelassé. Donc c'est pas du tout pour rester chez soi, hein. C'est vraiment, quelque chose qui coûte très cher et ça permet de montrer à quel point on a de l'argent. De la même façon, vous voyez, ça suit les modes. Donc là, ici, on a cette magnifique, robe avec la capuche, donc et le pli à l'arrière, donc le tout en matelassé. Ici, on est vers 1780, donc on a un peu avancé dans le temps et là, on est à une époque où les matières sont très simples et du coup, le tissu ne coûte pas cher. Et donc pour montrer qu'on a de l'argent, utiliser du matelassé et se faire l'intégralité de la tenue en matelassé, c'est vraiment le nec plus ultra et ça permet justement de sortir un petit peu du look, que moi je trouve un peu mamie globalement du matelassé. Là, on peut se permettre de faire des choses quand même, beaucoup plus, recherchées justement avec les modes de cette époque-là. Là, vous êtes encore dans les années 1780, donc là encore, vous voyez, on a du donc magnifique matelassage, ce qui permet de garder des robes très simples, sans vraiment beaucoup de motifs, mais tout en laissant quand même, quand on s'approche, on peut remarquer à quel point il y a du travail et à quel point finalement les motifs sont présents. Donc là, c'est vraiment des exemples assez typiques. Ici, on est proche de la Révolution française, donc vous voyez, l'idée c'est que on suit tout le temps les modes avec ici, les manches qui sont très, très rapprochées des poignets, les petites basques à l'arrière, donc là on est vraiment typique sur la mode, pré-révolutionnaire. Ensuite, on va faire un petit saut dans le temps, donc on est sur, le Premier Empire et on retrouve en fait ici sur ces robes redingotes, parce que du coup les redingotes c'est un peu particulier parce que c'est à la fois des robes et à la fois des manteaux, les redingotes. Mais du coup en termes de robes, là c'est totalement du matelassé, donc d'ailleurs on le voit parce qu'en fait, en bas, vous voyez, on voit qu'il y a du volume, en fait, dans ce tissu, dans cette matière, dans cette robe-là et donc là, on est vraiment dans un exemple assez typique du matelassage, Premier Empire et c'est quelque chose qu'on utilisait beaucoup malgré le fait que la mode était plutôt aux robes fluides. En fait, globalement, vous voyez ici à gauche, on voit très, très bien, cette redingote qui est magnifique, elle aussi, qui est complètement matelassée. Pour l'hiver, ça permet de se protéger et ça permet d'avoir, quelque chose qui tient vraiment bien chaud et qui montre à quel point aussi on a de l'argent, on est puissant. Donc là, c'est vraiment assez typiquement, la douillette, dont je vous parlais tout à l'heure, donc ce fameux, tissu, triplé, de 3 épaisseurs, donc qui est vraiment typique du matelassage. Là, vous avez encore un autre exemple, à droite, donc ici, vous voyez qu'en plus, les motifs on rajoute du matelassage pour vraiment bien donner, faire ressortir les motifs, sur le tissu et pour aussi rigidifier en fait, le bord du tissu et d'éviter que, ça
enfin là, le but, c'est qu'il faut que ça tombe vraiment et que ça commence à s'écarter. Là, on est aussi, dans les années 1820, donc on vient de sortir de l'Empire, on est sous la Restauration et donc là, on a encore une redingote, donc là, on a un ensemble. Donc vous voyez qu'on a et la jupe d'un côté, le corsage sans doute de l'autre et en fait, globalement, l'ensemble, là encore, est matelassé et on a la naissance de ce petit bourrelet, ici, qui est très, très important, qui apparaît, à partir à peu près des années, 1815 et qui du coup va permettre petit à petit d'obtenir une forme de jupon très, très, triangulaire et là, on est vraiment dans les années, 1822-23 je pense par rapport à la coupe et donc on a vraiment cet aspect triangulaire qui est très, très important. On ne veut plus que ce soit fluide, on ne veut plus que les tissus se drapent, on veut vraiment que tout soit bien écarté et qu'il y ait plus du tout de plis et pour ça, le matelassage est très, très pratique et c'est pour ça qu'on a énormément de modes, qui font appel à du matelassage à cette époque-là. Ici, on est dans les années 1830. Là encore, on suit les modes de l'époque et là, on est par contre dans les dernières heures des vêtements matelassés, totalement matelassés. Là, vous voyez, on a carrément l'intégrale, c'est-à-dire qu'il y a la robe, donc la jupe, il y a le corsage et il y a aussi en plus, un petit mantelet en fait, en matelassé. Donc là, c'est vraiment pour se protéger du froid et ça commence un peu à devenir has-been. Le matelassé est plus forcément visible. Après, on arrive vraiment à peu près à la période où la machine à coudre est inventée et donc je soupçonne fortement que l'invention de la machine à coudre ait précipité la fin du matelassé en réalité. On a aussi tout ce qui est veste déshabillée, donc en fait, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu jusqu'alors, si ce n'est que ça, c'est pour plutôt rester à la maison. Ici, vous avez donc du 18e, donc c'est vraiment typiquement le genre de veste qu'on va porter pour chiller un peu, tranquillement chez soi. Ici, vous en avez encore une autre, donc ça, c'est aussi typiquement le genre de choses que vous pouvez porter si jamais vous êtes enceinte ou si jamais vous êtes malade, en fait, c'est un peu l'ancêtre de la robe de chambre en quelque sorte. Ici, vous avez, la version, vous voyez, encore, très, très décorée avec plein de falbalas partout. Donc faut pas oublier qu'à l'époque, quand on est en robe de chambre, on reçoit aussi chez soi parce qu'on met très longtemps à se préparer. Donc ça, c'est vraiment assez typique, du type du vêtement qu'on peut porter au milieu du 18. Ces vestes de chambre vont en fait évoluer pour, justement devenir vraiment des robes de chambre, d'ailleurs d'où l'expression. Là, vous avez la version donc on est après que, justement tout ce qui est matelassé soit tombé en désuétude. On est au milieu du 19e siècle. On a fait un grand bond dans le temps, mais c'était juste pour vous montrer, le principe et vous voyez que donc là, on est sur une robe d'intérieur et on a encore du matelassé donc, ici en croisillon. Toujours robe de chambre et toujours beaucoup de matelassé parce que ça vraiment, ça vous permet de vous garder au chaud et vous voyez, donc ça permet d'avoir des volumes quand même assez intéressants. Ici, on est à l'époque des tournures, donc à droite, on était, sur les crinolines, à gauche, on est à l'époque des tournures et vous voyez que à l'époque des tournures, on continue à garder beaucoup de robes de chambre en fait, qui sont dans ces étoffes matelassées justement pour bien se garder au chaud, le matin et éviter de se refroidir. Toujours du matelassé, donc là on est vers 1885 vu la coupe, donc vous voyez que ça suit à chaque fois aussi les formes de la mode. Là vous en avez une autre, donc là on est au début des années 1890, on doit être vers 92-93 vu les manches et donc là on retrouve, donc ce matelassage en ligne, qui est très, très clairement fait à la main. Donc, on n'est plus sur un matelassage, ici, fait à la machine. Ça montre aussi à quel point sans doute, cette robe de chambre devait coûter cher à la personne, qui l'a portée et donc ça devait vraiment être aussi un signe extérieur de richesse quand la personne recevait du monde. Parce qu'elle est quand même très habillée, hein, cette robe de chambre. Ensuite, bien entendu, on trouve des coiffes et chapeaux en fait, en matelassé. Donc, par exemple ici, cette coiffe pour bébé, bien entendu, pour le maintenir la tête au chaud et puis éviter les coups. Là, c'est je crois une coiffe pour petite fille, donc ça doit être aussi pour éviter, si jamais, il y a une chute, que la personne, se blesse. Ici, à gauche, on a une coiffe qui est vers 1720 donc, on est revenu un peu en arrière par rapport à la coiffe d'à côté. Ici, clairement, c'est, le genre de choses qu'une dame pouvait mettre sur la tête, quand elle se préparait le matin. Il faut pas oublier qu'on n'a pas le chauffage central, donc il faut vraiment se préserver du froid, à toute fin, toute force. À droite, c'est une coiffe alors qui, à mon avis, doit être régionale, parce qu'elle a très clairement une coupe 17e et c'est pas logique de trouver une coiffe 17e, sur du 18e matelassé comme ça. Donc, par contre, je pense que ça doit être une coiffe, soit de petite bourgeoise, parce que pour le coup, elle suit pas les modes
mode, mais par contre, ça doit être quand même quelque chose qu'on porte en intérieur et pas pour sortir parce qu'au 18e, on a vraiment le côté, on veut montrer qu'on est propre en mettant des coiffes blanches. C'est pour ça que même en populaire, on va plutôt porter de la coiffe blanche que de la coiffe de couleur. Ici, vous avez, l'équivalent de la calèche, donc cette fameuse grand chapeau de fin 18e, mais qui est en version matelassée pour l'hiver. Toujours du matelassé, donc celui-ci, il est fin 18e, début 19e. Là, on est très clairement, sous l'Empire, donc jusqu'à potentiellement, 1840, ce genre de coiffes-là qui peuvent être enfin de chapeaux qui peuvent être portés. On est en hiver, donc on se protège du froid et là, vous avez encore une autre version qui, pour le coup, fait un peu plus populaire que la précédente et là encore, on retrouve encore et toujours ce côté matelassé. Donc le matelassage, vraiment la meilleure protection, contre le froid avec sans doute la fourrure. J'ai décidé de finir avec la chose la plus évidente, tout ce qui est cape, manteau, mantelet, et cetera. Alors bien entendu, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est ce genre de cape donc qui est vraiment d'inspiration provençale, et là, on est vraiment sur du matelassé, donc avec plusieurs couches. Ça va être de la cape piquée et ce genre de choses, donc ça permet de se protéger du froid. Ici, vous avez, une pelisse donc qui est, 18e donc qui très clairement, on voit en fait au volume et à la façon dont le tissu tombe, il y a une couche de très joli tissu. Ensuite, il y a, un molleton et ensuite il doit y avoir une doublure. Donc on est vraiment très clairement dans l'exemple du matelassé. Donc comme quoi, vous voyez, on peut vraiment faire du matelassé sans qu'il y ait, beaucoup de piqûres, hein, aussi. C'est très clairement le sujet de la vidéo, de vous montrer que le matelassé, ça peut être très large. Ici, on a encore une cape, une petite, un petit manteau en fait en matelassé et là on le voit très clairement parce que vous voyez, on voit l'intérieur du manteau et en fait on voit très clairement que là il y a une structure en matelassé. Donc ça doit être quand même quelque chose qui doit tenir bien chaud. C'est pas tout simplement une pauvre cape, avec une épaisseur de tissu, on est sur quelque chose qui est un vrai manteau d'hiver. Ici à gauche, donc là encore je vous montre un exemple de pelisse 18e et en fait, sous l'Empire, on continue à porter ce genre de pelisse. Donc vraiment, on a 3 épaisseurs de tissu avec toujours un très, très beau tissu à l'extérieur. Ici, on est beaucoup plus tard dans le temps, donc on est, plutôt vers les années 1840 et vous voyez encore, ici, on voit très clairement que la cape est matelassée parce que, ici, la décoration de bas, vous voyez, elle est piquée donc voilà, on est encore dans un exemple de matelassage, qui permet de se protéger du froid. Ici, on est, sous la fin du Second Empire, donc on doit être vers, 1860 à peu près et vous voyez qu'en fait, là encore, on a du matelassé, on le voit dans la doublure, donc c'est assez intéressant aussi. Vous voyez que globalement, les capes et les manteaux suivent les modes, à chaque époque, mais à chaque fois, on va tout simplement, garnir en fait la doublure va être en fait du matelassage et on va par-dessus mettre un joli tissu, donc ce qui est vraiment le principe et l'évolution de la pelisse, du 18e. Ici, vous avez une, cape qui est plutôt Belle Époque et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. On est en populaire, donc vous voyez qu'on continue à porter ce genre de cape matelassée, donc ça pourrait tout à fait aussi être porté au 18e, mais vu qu'on est en populaire, le populaire se porte pendant très, très, très longtemps. Donc ça, c'est le gros intérêt si jamais vous vous mettez à faire du populaire et c'est bien, faites du populaire, on en manque. Donc c'est que vous pouvez vraiment réutiliser vos costumes pendant beaucoup plus longtemps et vous voyez que cette cape-là vous pouvez la porter pendant, plus de 150 ans quasiment en fait en populaire. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Après avoir vu les femmes, les fillettes et les petits garçons de moins de 8 ans, maintenant on va passer aux hommes, aux adultes et puis aux garçons de 8 ans et plus. On va commencer avec le gilet. Globalement, ça commence le matelassage, bien entendu, à partir du moment où la technique, existe et arrive à la mode et puis, par contre, ça va tomber en désuétude, juste après la Révolution. Je pourrais aussi vous parler de tout ce qui est, vêtements de dessus, c'est-à-dire l'habit, le juste-au-corps et ce genre de choses, donc ce qu'on va mettre par-dessus, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'en fait, je suis restée plutôt sur du matelassage visible, et par contre, qu'on en soit certain, en fait, il y a vraiment les techniques de tailleur, nécessitent très régulièrement de matelasser, en fait, l'intérieur des vestes ou des ancêtres des vestes pour avoir une jolie forme, quelque chose qui prend bien et qui tombe bien. Donc ce matelassage-là, il existe de 1660, même largement avant, jusqu'en 1899, mais même largement après. Mais je ne vais pas en parler, je vais vraiment rester focus sur le matelassage visible et esthétique, donc un peu joli. Donc ici, vous avez vraiment l'ancêtre, du matelassage, donc on est sous, la Renaissance, donc vous voyez qu'en fait là, c'est vraiment de la broderie, mais qui prend plusieurs couches, de tissu. Donc
Donc ce qui manque, c'est le molleton pour donner l'effet 3D qu'on va trouver sur le matelassage et donc cet effet 3D, justement, là, on est à la toute fin du XVIIe, début XVIIIe et je trouvais ça très intéressant. Donc on est sur l'ancêtre du gilet, on est sur un juste au corps. Il est vraiment très, très beau. Vous voyez, il est totalement, piqué de partout et en plus, par-dessus, on a rajouté des broderies. Donc ça, c'est vraiment typique, en plus, ce type de broderie, de la période. Donc c'est quelque chose qui devait vraiment coûter très, très cher, être très à la mode, au début du 18e et qui est vraiment une pièce, fabuleuse et donc qui se porte avec une veste par-dessus, donc en fait, un juste au corps par-dessus, qui lui aura, à mon avis, des manches, beaucoup plus larges. Donc la question, c'est de savoir est-ce que le juste au corps était assorti ou pas à la veste? Ça, je pense qu'on ne saura jamais. Ici, vous avez un autre exemple de juste au corps, donc on est, vraisemblablement sur la fin Louis XV, donc du coup, on peut commencer à parler de gilet, donc d'hiver sans doute parce qu'il a des manches, vous voyez, qui ont l'air d'être assez chaudes en laine, en drap de laine et puis vous voyez, on retrouve tout le matelassage en fait sur le gilet, vraiment le travail, de pour souligner en fait le bord du gilet, les poches et cetera, donc tout ça en matelassage. Là encore, vous voyez ici, on est vraiment sur des matelassages, en losange. Donc là, on est sur des matelassages relativement simples. Il y a simplement voilà les bords qui sont soulignés en fait, par un matelassage un peu, esthétiquement différent. Ensuite, là, vous avez un matelassage fabuleux d'un gilet, qui est juste sublime. Comme vous pouvez voir, tout est fait donc en travail d'aiguille. On a même l'impression que c'est brodé tellement c'est léger, tellement c'est enfin là, on a vraiment une œuvre d'art en fait, j'avoue que j'aimerais beaucoup voir ce gilet. Je me suis même demandé s'il n'était pas en broderie à l'origine parce qu'il est vraiment fabuleux, mais non, je pense qu'il est quand même alors en matelassage, mais sans doute méché, mais en tout cas, il est très, très beau. Ici, à gauche, vous avez encore un autre type de matelassage, donc on est encore, là, sans doute, début, Louis XVI. Donc vous voyez qu'en fait, on commence à mettre de la broderie sur les vêtements, sur les voilà, sur les habits comme sur les gilets et donc là, en fait, c'est la broderie qui va justement faire le matelassage et on retrouve, vous voyez, là, les losanges, mais qui sont un petit peu plus jolis et plus travaillés que des simples losanges. Donc ça reste une pièce qui est sympathique, même si elle est un peu pixelisée parce que j'ai pas trouvé de photos de meilleure qualité. Ici, vous en avez un autre qui est juste, aussi très intéressant. Donc, là, on voit que le matelassage est relativement simple parce qu'on a tout simplement fait des lignes. Mais par contre, ça doit être très joli une fois porté parce que ça doit vraiment fuseler le buste. Donc je pense que voilà, celui-là, neuf et donc parce que là, il est très abîmé et puis porté, doit être très, très intéressant à voir, voilà, je serais assez curieuse lui aussi de le voir de près. Ensuite, vous avez celui-là qui est fabuleux aussi. Parce qu'on a vraiment matelassé avec la broderie. Donc vous voyez qu'en fait chaque croisillon du losange en fait est fait grâce à des points de broderie et en fait l'ensemble du gilet est brodé. Donc on voit d'ailleurs il se tient bien, il doit justement donner une silhouette assez fabuleuse à la personne qui le porte. Il doit vraiment lisser en fait les contours du corps et donc celui-ci doit être vraiment, je pense en vrai, très sympathique à voir. Là, ici à droite, vous avez encore un gilet, mais cette fois-ci, on a fait un bond dans le temps. On est dans les années 1790, donc Louis XVI vraisemblablement est mort. On a vous voyez, il y a plus les basques, donc en fait, ça suit la mode. Donc c'est pour ça globalement, le gilet suit toujours la mode, mais peut être, comme je disais, donc matelassé. Là, les matelassages à droite, vous voyez, ce des lignes et puis après sur le tour ici, vous avez des croisillons, puis après vous avez des rayures de broderie. Enfin, celui-là est vraiment, vraiment très, très beau là avec son col. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous le montrer. On passe maintenant à une pièce emblématique de la garde-robe masculine en termes de matelassé, c'est tout ce qui est robe de chambre. Donc je vous ai trouvé par exemple celle-là qui doit être à peu près du milieu du 18e, où on voit très bien, donc on a un gilet qui est assorti à la robe de chambre elle-même. Donc cette robe de chambre et le gilet d'ailleurs sont dans la même matière, donc on doit être sur un satin duchesse de soie, donc qui est magnifique et puis la doublure est en coton glacé, donc c'est sans doute de l'indienne d'ailleurs, parce qu'en réalité l'indienne, c'est du coton glacé, la plupart du temps. Donc voilà, donc ici on a vraiment quelque chose de très joli et j'ai d'autres vues. Ici vous voyez à gauche c'est le même, hein, c'est juste que la lumière n'est pas la même et on voit le travail en fait de matelassage justement pour avoir une robe de chambre, qui tient son porteur bien au chaud. J'ai encore une autre vue de la même
robe. Alors à chaque fois, on a l'impression que la couleur change, mais c'est bien la même. On reconnaît la doublure, en coton glacé et vous voyez avec, voilà, tous les vraiment très à la mode, hein, avec, le devant croisé, avec les boutons, la forme des manches et tout ça. On retrouve les modes de l'époque. On est vraisemblablement à une période, dans tous les cas, où, l'indienne n'est pas encore revenue, donc c'est aussi pour ça que, voilà, on retrouve ces robes de chambre donc je vais appeler ça aussi à un moment donné banyan, mais en réalité, on parle encore de robes de chambre à l'époque et justement à partir du moment où les indiennes vont revenir, donc en 1759 si ma mémoire est bonne, on va commencer à avoir des robes de chambre qui seront plutôt en indienne, donc vraiment avec ce coton imprimé, donc qui est plus uni du coup pour le coup, et qui justement est orné de décorations et on retrouve en fait ce motif en quadrillage et donc ce côté croisé. Alors ne croyez pas qu'il est voilà, qu'il y a forcément toujours ce col un petit peu qui fait très oriental, c'est juste que c'est souvent croisé, ce qui permet en fait justement de garder le plus de chaleur en fait, sur vous. Ici donc voilà ces petits croisillons donc on voit encore là le travail de matelassage, qui est fort joli. Ici, on a fait un gros saut dans le temps et on est au milieu du 19e. Et vous voyez qu'on a encore une robe de chambre, alors qui suit tous les codes de l'époque, donc avec, justement un châle, enfin des motifs cachemire, donc qui rappellent un peu le châle des dames. Et puis on a justement ces revers donc de manches et puis de col, où on voit très clairement que l'intérieur est matelassé, donc qui est très, très joli, donc qui doit être bien chaud. Et puis, j'ai trouvé aussi celui-ci, donc qui est encore plus tardif et on voit carrément là le matelassage est particulièrement visible. On voit vraiment qu'on a un tissu piqué qui contrairement à gauche, en fait, là le piqué est uniquement là en doublure, donc il est recouvert. Alors qu'ici, on voit vraiment le piqué en fait, qui peut-être est fait à la machine parce qu'on est sur des périodes où la machine, à coudre existe. Mais en tout cas, voilà, on a ce très joli travail de piqué. Donc c'est pour ça, dans la garde-robe masculine, c'est une valeur sûre justement d'opter pour, ce genre de choses, matelassées. Et on finit avec la coiffe, donc pour les hommes, ça va aller très vite parce que c'est le dernier item. Donc vous voyez ici, vous avez une coiffe qui va avec, une robe de chambre. Donc généralement, c'est les coiffes sont assorties aux robes de chambre. Donc quand vous avez une robe de chambre matelassée au 18e, vous avez généralement la coiffe matelassée elle aussi, pour garder le crâne bien au chaud. Après ça a tendance à disparaître là aussi et effectivement au 19e, on va plutôt partir sur des coiffes qui potentiellement seront plus assorties, exactement avec la robe de chambre. Et voilà ce qui termine le matelassé pour les hommes. Donc comme vous pouvez voir, on n'a que 3 pièces, différentes que j'ai pu recenser. Alors j'en ai peut-être oublié, mais je pense que je suis pas loin de la réalité. Donc comme vous pouvez voir, on utilise quand même beaucoup moins de matelassés, chez les hommes que chez les femmes. Après, je vais nuancer, en réalité, si on utilise énormément de matelassés, à mon avis même plus que chez les femmes, mais c'est simplement qu'il est invisible parce que comme je vous disais tout à l'heure, il est plutôt planqué en fait à l'intérieur en fait des vestes et donc on le voit pas trop, donc ce qui fait que c'est pour ça que je n'en parle pas sur cette vidéo. Maintenant que vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec du matelassé, comme beaucoup de choses, imaginons que vous souhaitiez vous en faire un costume en matelassé vous-même. Alors comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir avant de vous lancer? On est parti pour cette partie fabrication maison. Pour faire votre matelassé maison, en fait, le niveau est très simple. Il suffit juste de savoir faire avec du fil, une aiguille et puis un dé. N'oubliez jamais le dé, surtout pour la quantité de boulot qu'il va y avoir. Il suffit de savoir faire un point avant ou un point arrière et puis vous maîtrisez en fait la technique du matelassé. Bien sûr, on pourrait faire des choses beaucoup plus compliquées. Par exemple, le travail, justement, provençal est juste, voilà, c'est du boulot d'orfèvre, hein, c'est vraiment une œuvre d'art. Je pars du principe que, on part pas sur ce genre de projet dès le début, on va pas commencer à mécher les tissus, ce genre de choses. Je pars sur du matelassé basique, qui permettra déjà d'avoir des bons résultats. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire. La seule chose, c'est que par contre, bien sûr, si jamais le vêtement que vous faites après, lui, a un niveau très complexe de fabrication, bien ça ne c'est pas parce que vous savez faire du matelassé que vous savez faire le vêtement après, qui va avec. Donc c'est pour ça, si vous vous lancez, moi j'aurais tendance à vous conseiller de plutôt zapper cette étape-là, de le faire vous-même et de plutôt opter sur un achat si vous voulez pas y passer 3 plombes pour finalement un résultat pas terrible. Donc c'est pour ça, mais en tout cas, sachez que vous pouvez le faire à la main et que c'est simple. Vous pouvez même le faire à la machine à coudre. Par contre, entre nous, le résultat est très, très moche. On voit tout de suite que c'est de la machine à coudre, c'est vraiment pas beau. Il existe des machines à quilter, donc à matelasser, mais je suis pas sûre que ça vaille le coup d'acheter ce genre de machine
juste pour faire un jupon ou un corsage ou un gilet. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire: «Faites-le à la main, c'est peut-être plus simple». Par contre, en termes de prix de revient, c'est généralement pas cher parce que vous allez uniquement payer le prix du tissu. Donc qu'on soit bien d'accord, si jamais vous utilisez un tissu à 4 000 € le mètre, oui, là, le prix de revient du matelassé peut être très, très haut. Mais je pense qu'on peut avoir des très beaux résultats avec des tissus, vraiment, alors peut-être pas bas de gamme, mais milieu de gamme et qui vous du coup, seront pas très, très excessifs. Donc si vous vous rappelez, il y a le tissu arrière. Donc là, pour ça, prenez une toile de coton, une toile de lin. Le mieux, c'est de prendre une toile de coton calandrée, donc par exemple du chintz uni, mais ça, c'est très compliqué à trouver, donc c'est pour ça, au pire, prenez de la toile de coton de lin. Prenez par contre quelque chose de serré. Il faut que la trame soit assez serrée, parce que si c'est lâche, ça va pas tenir. Et vu le poids du matelassé final, prenez quelque chose qui tient. Moi, de toute façon, je trouve que tout ce qui est tissu arrière, donc en fait doublure, à chaque fois, le meilleur choix, c'est de prendre des vieux draps. Ça permet vraiment, enfin, vous voyez que le tissage est très serré, ça a bien vécu et puis globalement, ça se tient bien, donc c'est pour ça que c'est toujours la meilleure doublure pour moi en costume historique. Par-dessus, vous allez rajouter un molleton. Donc soit vous mettez un tissu ouaté, ça peut être, plein de choses. Donc tout effectivement un coton en fait très, très brossé qui permet de lui donner de le faire un peu gonfler. Soit vous pouvez utiliser du molleton, synthétique. Ça se trouve, c'est par rouleau. Ça coûte quasiment rien, je pense que c'est 5 ou 6 € le mètre, et puis, ça vous donne un résultat parfait parce qu'en fait, de toute façon, le molleton, on ne va pas le voir. Par contre, j'aurais quand même tendance à vous conseiller de pas opter pour le molleton synthétique, par exemple pour un corsage que vous allez mettre en plein soleil parce que du coup synthétique, plein soleil, généralement c'est pas très heureux. Si jamais il fait très froid, moi j'avoue que je triche et en termes de molleton, j'utilise du polaire, donc c'est pas du tout histo non plus, comme le molleton synthétique, mais ça a le mérite de tenir très chaud et donc dans les faits, je fais même des fois du double, polaire parce que je suis très frileuse et comme ça, je suis sûre que ma cape, elle est très chaude. Par contre, ma cape, elle tient du coup quasiment debout toute seule parce qu'elle est très rigide, parce que tout ce qui est matelassé forcément est toujours, très rigide. Ensuite, vous avez le tissu de dessus. Donc là, ça va être un tissu, un peu joli, et ça, pour savoir lequel utiliser, moi, j'aurais tendance à vous dire: «Allez sur l'application que j'ai développée mycostume.tech». Là, vous suivez le guide jusqu'à arriver sur cet écran-là et sur cet écran-là, donc les tissus, vous êtes déjà directement sur les vêtements et là, ça va vous dire, en fait, les différents tissages utilisables. Et restez sur les vêtements parce que vu que c'est de toute façon un tissu qui est fait pour être vu, on sera bon. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que alors déjà d'exclure tous les tissus qui ne se tiennent pas, genre tricot, gaze, dentelle, guipure, organza, ça ça part. C'est pas vous pourrez pas faire un bon travail, ce sera pas joli en fait si vous utilisez ça. Vous pouvez éventuellement faire de la déco, hein, avec de la dentelle, des choses comme ça ou de l'organza, sur du 18e par exemple, mais par contre l'utilisez pas en tissu de dessus. En tissu de dessus, si vous êtes de la haute société, le nec plus ultra, ce sera du façonné, si jamais vous êtes, à une période où c'est la grande mode du façonné. Ça va être aussi bien sûr tout ce qui est taffetas. Alors là, par exemple, pour faire une pelisse, c'est juste parfait. Le taffetas marche très, très bien, donc taffetas de soie, éventuellement taffetas synthétique si jamais il a un beau rendu et puis qu'il fait très soie et qu'il faut uniquement le brûler pour voir que c'est du synthétique. Après, ce qui marche très, très bien aussi, c'est bien sûr tout ce qui est satin duchesse. Alors attention, quand on dit satin duchesse, c'est forcément du satin de soie, donc ça coûte relativement cher. Et après, bien sûr, si vous êtes après, 1759, donc en fait l'édit est levé, le chintz, donc le chintz d'aujourd'hui, c'est l'indienne de l'époque, fonctionne super bien et donne des très, très beaux résultats. Après, faites attention de ne pas vous tromper dans le motif. Moi, j'ai toujours tendance à vous dire, les tissus à motif, d'éviter de les utiliser en costume historique, sauf si vous savez exactement ce que vous faites. Donc ça, c'est pour les riches. Maintenant pour les pauvres, vous pouvez utiliser soit de la toile, ça marche toujours bien et puis du coup, c'est pas trop, trop riche. Ou bien aussi ici, vous avez du chevron si jamais vous faites une cape ou quelque chose qui doit vous tenir chaud. Il faut savoir que ce genre de tissu déjà tient chaud naturellement, donc ça peut être pas mal. Donc voilà pour les matières, les tissus à acheter pour faire, la version, enfin le côté extérieur, donc visible en fait de votre matelas. Maintenant, en termes de temps, eh bien là, c'est là que le bât blesse. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire un matelassé. Je vous laisse imaginer. Alors bien sûr, si vous faites votre matelassé uniquement avec des, comment dire? Un matelassé, avec beaucoup de lacunes, donc en fait avec très peu de points, là oui, effectivement, vous allez aller beaucoup plus vite, mais c'est relatif, ça va quand même vous prendre énormément de temps. Et par contre, effectivement, si vous partez sur un matelassé
avec les points très serrés, ce qui va vous permettre d'avoir le plus joli rendu, là, ça va vous prendre énormément de temps. Donc je sais que enfin moi, j'en ai jamais fait intégralement, à la main, ce genre de matelassé-là. Moi, j'ai toujours fait des matelassés, beaucoup plus, enfin voilà, oui, très peu piqués, parce que j'ai pas le temps de passer des années pour faire une pièce de vêtement. Mais globalement, il vous faut beaucoup de temps et quand je vous parle d'années, je pense que je n'exagère pas. Je sais que j'avais entendu parler d'une américaine qui avait fait intégralement son jupon comme ça en matelassé fait main et je crois qu'elle a passé 2 ans dessus. Donc voilà, c'est chronophage. Donc avant de vous lancer, réfléchissez-y. Est-ce que vous avez vraiment le temps de le faire? Ensuite, au niveau de la technique, eh bien, c'est pas très compliqué globalement. D'abord, vous choisissez un motif que vous allez faire. Donc ça peut être les losanges, ça peut être des traits, ça peut être des motifs floraux comme on a vu tout à l'heure. Regardez un peu ce qui se fait à l'époque. Choisissez un motif. Ensuite, vous épinglez vos 3 épaisseurs de tissu en mettant bien le molleton à l'intérieur et donc vous épinglez tout, avec beaucoup d'épingles parce qu'il faut que le tissu ne bouge pas beaucoup. Et ensuite, vous allez décalquer le motif que vous avez choisi sur votre tissu, donc côté, visible. Alors moi, du coup, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est d'utiliser en fait les stylos qui s'effacent, je crois que c'est Reynolds qui fait cette marque-là. Donc c'est des tissus en fait, enfin c'est des tissus, c'est des stylos pardon, noirs, bleus et cetera. Donc avec, un peu je crois je me demande s'il n'y a pas le mot «magique» en fait dedans. Je me rappelle jamais du nom qu'ils ont. Je les reconnais juste à leur capuchon avec des étoiles et puis ce genre de trucs. Et donc en fait, c'est des encres qui se retirent à la chaleur. Donc en fait, à la fin, vous passez un petit coup de fer à repasser et puis hop, tout part. Alors par contre, faire attention parce qu'il paraît que quand il fait froid, les traits réapparaissent. Je sais que j'ai des amis qui ont déjà eu le tour, donc essayez quand même de prendre un crayon qui se voit pas non plus trop en termes de couleur, si jamais au cas où c'est pour une cape et puis que le trait réapparaît, ça serait un peu dommage. Donc après, vous allez coudre par-dessus, donc de toute façon, ce sera pas hyper visible, mais voilà, si jamais vous faites par exemple quelque chose qui est blanc et puis que par-dessus, vous avez fait tous vos traits en noir, ça peut se voir un peu. Enfin, quoi qu'il en soit, vous décalquez le motif que vous avez choisi sur vos épaisseurs et ensuite vous faites le boulot. C'est-à-dire que vous suivez les motifs, point avant, point arrière et vous piquez là où il y a besoin de piquer pour obtenir le résultat final. Et en termes de résultat final, voilà ce que vous êtes censé obtenir. Vous voyez donc tous ces petits points donc qui sont vraiment minuscules. Là, vous avez vraiment des bons exemples. Après, allez sur Pinterest et vous tapez, quilted, petticoat, donc ça veut dire jupon, matelassé et puis vous allez avoir plein d'exemples. Donc vous voyez ici, c'est quand même très, très joli avec, justement un satin duchesse, donc de soie qui est magnifique. Ici, vous en avez encore un autre. Alors là, ça peut être du coton mercerisé parce qu'il y a des cotons donc ça peut être même du coton, indienne, donc qui peut être calandré. En tout cas, voilà, je sais pas exactement parce que bon, je l'ai pas sous les yeux, enfin je le touche pas, mais globalement, ça peut être effectivement, de la soie ou du coton. Et là, en fait, on voit très clairement le matelassage. Donc vous voyez qu'ici, voilà, ils ont fait des traits et puis après on voit les formes florales qu'on retrouve. Donc là, c'est un très, très joli, exemple. Là, vous en avez encore un autre un peu sur le même modèle. Donc vous voyez, on retrouve donc là avec des formes de nuages, des choses comme ça et toujours des formes florales. Ici, vous en avez un autre qui est, fabuleux aussi. Donc là, vous voyez, donc c'est en fait, c'est vraiment le fait de faire des fois des motifs avec peu de points, peu piqués et avec d'autres motifs très, très piqués. C'est vraiment ce qui va vous donner en fait, des résultats les plus jolis et puis là, du coup, toutes ces parties-là justement qui est très peu piquées, qui enflent complètement, je pense qu'il doit y avoir de la mèche ici pour avoir ce très beau résultat. Puis j'aurais tendance à dire qu'il y a de la mèche aussi, donc du cordonnet de coton, là où on a des espèces de nervures comme ça, pour faire encore ressortir, le motif par rapport au reste de la toile piquée. Donc celle-là, elle est vraiment fabuleuse aussi. Le résultat final, potentiellement, peut vous donner ça et vous voyez ici, celui-ci est beaucoup moins piqué en fait, sur la hauteur. Ça peut être quand même pas mal, hein, si jamais, ça peut vous donner des beaux résultats avec en y passant un peu moins de temps. Mais vraiment, c'est relatif parce que même le bas de la robe, du jupon, va vous prendre énormément de temps, des mois et des mois. Et là, c'est si jamais vous vous ennuyez, que vous voulez faire encore mieux, eh bien, vous pouvez aussi rajouter de la broderie et vous pouvez quilter, en fait, vous pouvez matelasser avec votre broderie. Ça marche très bien. Alors c'est plutôt 17e et début 18e, mais après, il y a encore quand même des pièces postérieures
où il garde la technique de la broderie, et là, vous avez vraiment un très, très bel exemple. Donc c'est vrai qu'après la broderie revient sous Louis XVI, donc à ce moment-là, vous pouvez remettre à foison de la broderie, si jamais vous vous ennuyez et que le fait de matelasser vous était déjà trop rapide pour vous. Mais là, moi, ce que j'adore sur cette pièce-là, c'est qu'on voit vraiment les points. Vous voyez qu'on a plein de petits points avant, donc en fait, ça va très vite à faire les points avant. C'est juste qu'il y en a tellement sur une pièce que forcément, ça vous prend énormément de temps. Enfin, dernier point, où l'acheter? Parce que vous n'êtes pas maso, parce que vous n'avez pas des années à y passer, eh bien, on vous en voudra pas si jamais vous l'achetez déjà matelassé, et je vais vous donner quelques petits trucs pour savoir quoi choisir. Alors déjà, bien sûr, tout ce qui est, à croisillon comme ça, on en trouve, du déjà fait dans le commerce. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un ici, un molleton, synthétique, en fait, qu'on voit ici, dont je vous parlais tout à l'heure, donc une espèce de tissu un peu vaporeux et assez épais, et donc c'est tout simplement ça fait à la machine. Le résultat est déjà beaucoup plus joli que si vous le faisiez vous-même à la machine, donc éventuellement, pourquoi pas utiliser ça? Moi, j'avoue, je suis pas une grande fanat des motifs en croisillon. Il y en a, hein, enfin, on l'a bien vu à travers toute la présentation, j'en ai plein en croisillon, mais le truc, c'est que fait machine, j'ai peur que ce soit un petit peu visible et que ce soit pas très joli. Donc, mais en tout cas, ça existe. Vous voyez, là, il y a un gros plan d'un moderne et on voit très clairement que c'est fait à la machine à coudre. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à me dire, éventuellement, ça, je le garderai, pour faire peut-être la doublure de quelque chose qui serait matelassé. On a vu tout à l'heure, plein de robes de chambre, où l'intérieur seulement était matelassé, mais pas l'extérieur. Donc pourquoi pas l'utiliser effectivement pour ça? Mais par contre, c'est dangereux, voilà, si vous l'utilisez en extérieur parce que, si même si vous faites un gilet comme ça ou bien un corsage, ou bien un corps blanc, un corps, non baleiné, eh bien la problématique, c'est qu'on va vraiment voir le côté, fait à la machine, moderne, et du coup, si c'est pour de l'art constite, on va vous dire que ça passe pas. Et pareil, l'autre piège avec ce genre de matière, c'est que souvent il y a du synthétique. Donc si jamais vous optez sur ce genre de tissu, surtout évitez de prendre quelque chose qui contiendrait un tissu qui est complètement anachronique, et ça souvent ça pêche parce qu'on les voit, ils sont un peu brillants et ça se voit tout de suite et puis ça va pas être joli. Celui-ci encore est pas trop moche parce qu'on voit bien qu'il est fait en toile de coton, mais je vous dis voilà, moi les points me choquent un peu. Maintenant la valeur sûre, c'est d'utiliser quelque chose qui est déjà matelassé, et alors moi j'avoue, j'opte pour, cette technique-là quand je dois me faire des choses en matelassé. Ça va beaucoup plus vite. Alors il y a que les capes que je me fais vraiment moi-même parce que v le truc c'est qu'il y a pas énormément besoin de piquer, donc c'est vraiment pas un les capes, c'est tout simplement, faut prendre les 3 couches ensemble, mais il y a pas besoin de faire trop de quilting, trop de matelassage dessus. Alors que si jamais j'ai besoin de quelque chose qui est très, très piqué, très matelassé, dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser quelque chose que je vais acheter. Donc vous allez tout simplement dans n'importe quel magasin, qui vend du bouti, donc du linge de chambre. Là, par exemple, ça vient du catalogue, L'In des Vosges. Désolée, je leur fais de la pub, ils me connaissent pas, hein, enfin, si ce n'est que je leur achète régulièrement des trucs en bouti. Ils doivent se dire que, j'ai l'intérieur d'une mamie de 70 ans, sans doute. En réalité, c'est parce que je fais avec ce genre de tissu, enfin ce genre de courte pointe là, je fais en fait tous mes jupons, avec ce genre de tissu, ce genre de matelassé, et le résultat est fort joli, fort sympathique et ça fait vraiment bien le job. Donc c'est pour ça, autant pas s'embêter. Faites juste attention quand vous commandez parce que vous voyez qu'il y a des voilà, tout dépend de ce que vous voulez, comme motif. Est-ce que vous voulez le recouper? Dans ce cas, faudra peut-être replier toute cette partie-là à l'intérieur du jupon, ce qui peut se faire, hein. Au contraire, ça vous redonnera un petit peu plus d'épaisseur si vous voulez vraiment un bas de jupon droit comme ça se faisait à l'époque. Moi, j'avoue, j'ai laissé un petit peu le côté, en coquille, visible, peu importe, et par contre, faites attention quand vous calculez combien il vous en faut, imaginons que ce soit pour un jupon, donc il faut, côté devant, côté arrière, donc dans ce cas-là, prenez bien, une pièce qui soit suffisamment large pour tailler les 2 côtés, et vaut mieux prendre plus grand que trop petit, parce qu'en fait, avec tout ce qui va vous rester, si jamais vous êtes une femme, après avoir fini, par exemple, votre jupon, matelassé, rien ne vous empêche, de recouper le reste et de vous faire, en fait, un blanc corsé, par exemple, ou bien des poches, ou bien une pièce d'estomac. Enfin, voilà, vous pouvez vous amuser, et après si vraiment vous voulez
que ça se voit pas trop que vous avez triché, rien ne vous empêche, par exemple, imaginons que vous fassiez une pièce d'estomac, dans ce genre de tissu-là, eh bien, alors déjà faites attention aux motifs, prenez pas des motifs trop gros parce que sinon dans la pièce d'estomac, ils vont pas être très visibles, mais rien ne vous empêche en fait de rebroder par-dessus. C'est beaucoup plus simple de broder quelque chose qui est déjà, matelassé que de partir de zéro et de faire vous-même le matelassage. Donc voilà, ça c'était pour le petit conseil triche qui marche très, très bien en termes de volume, en termes de texture. J'ai donné un nom de producteur, mais bien sûr, il y a plein d'autres qui font du linge de maison. C'est juste que j'aime bien leur rendu, et puis je trouve ça plutôt cool qu'ils continuent à fabriquer des tissus, en France, donc je trouve que c'est normal de les soutenir un peu. Voilà qui termine cette présentation sur le matelassé. Alors, bien sûr, matelassé un peu esthétique parce que j'ai retiré honteusement tout ce qui est matelassé caché. Donc, pour tout ce qui est les vestes, les habits, les manteaux des hommes au 19e, s'il y a du matelassage de partout. J'en ai pas parlé parce que sinon la vidéo durerait 30 heures et là déjà elle dure 1h08, ce qui est beaucoup trop long et j'ai l'impression qu'à chaque vidéo je passe plus de temps. C'est la catastrophe, je ne sais plus quoi faire. Est-ce qu'il faudrait que je tronçonne mes vidéos? Mais alors du coup ça ferait des suites à rallonge, je ne sais pas trop. Dites-moi tout, dites-moi si vous préféreriez des vidéos plus courtes et du coup qui traitent de moins de choses. Alors est-ce que vous voudriez dans ce cas-là que je survole plus? Est-ce que vous voulez au contraire que je reste très pointue, mais dans ce cas-là, je redécoupe pour que les vidéos durent moins longtemps et donc en gros chaque partie de présentation pourrait faire une vidéo? Je ne sais pas. Dites-moi tout ce que vous voulez me dire dans les commentaires, je prends. Ce qui est sûr, c'est que maintenant vous savez autant de choses que moi sur ce maudit matelassé. Vous savez à quel point c'est magnifique, vous savez à quel point c'est compliqué à faire. Alors attention, pas compliqué, c'est simple à faire, mais long à faire et donc il faut vraiment avoir beaucoup de temps pour le faire. Par contre, le résultat est fabuleux. J'étais obligée de traiter du matelassage avant de parler du blanc corsé et le blanc corsé, c'est justement la prochaine vidéo. J'étais vraiment obligée de faire cette vidéo un peu hors série avant de pouvoir vous parler de ce type de vêtements, de pièces de vêtements, assez typiques du 18e. Et aussi, ça va m'être très utile que vous ayez vu cette vidéo-ci pour pouvoir, aborder la vidéo sur les jupons. Mais ça, on en parlera dans quelque temps. Sur ce, j'espère que, voilà, vous passez, un très bon week-end, une très bonne semaine. Bonne journée à vous. Merci encore pour votre soutien. À très vite. Au revoir.